Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse très attendue. Oui, le moment est bien choisi. On est au grand stade de Marrakech, à la veille de l'entrée en lice des champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui nous a fait vibrer l'année dernière. Et qui lance la défense de son titre contre le Mozambique. Exactement. C'est le début d'une toute nouvelle aventure et on sent que la pression est déjà... Palpable, c'est le mot. Et puis le scénario est fascinant. Ah oui. D'un côté, les éléphants, Ils ne sont plus l'équipe surprise. Ce sont les rois, et tout le monde attend qu'ils jouent comme des rois. et de l'autre, De l'autre, les Mamba du Mozambique, une équipe qui progresse, qui n'a rien à perdre, et qui rêve de faire tomber le géant. pour décortiquer ce duel, on s'est donc plongé dans pas mal de documents. Articles, analyses tactiques et surtout les déclarations de la conférence de presse d'avant-match. Celle d'Emers Faé et de son capitaine, Franck Caissier. Voilà. Notre but, c'est de comprendre la dynamique de ce choc, dans ce qu'on appelle déjà, Le groupe de la mort. c'est ça. Et justement, en parlant de la conférence de presse, ce qui frappe d'abord, c'est le ton du camp ivoirien. Ah oui, cette sérénité affichée par Faé et Caissier. C'est presque déconcertant. On pourrait s'attendre à de la fébrilité, mais là, pas du tout. Le mot d'ordre, c'est la confiance. Oui. Mais est-ce que c'est une confiance réelle ou c'est juste une façade, une sorte de communication pour se protéger de la pression immense qu'ils doivent ressentir? C'est une excellente question et je pense que la clé, elle est dans une citation bien précise d'Emers Faé. Ah oui, Où il a pris soin de dire, et c'est très malin, notre confiance ne vient pas du fait que nous soyons champions en titre, ah c'est subtil ça. mais du travail accompli pendant les qualifications et de la qualité de notre préparation. D'accord. Donc en gros, il dit ne nous jugez pas sur notre statut, mais sur ce qu'on fait maintenant. Exactement. Il ancre la confiance dans le processus, pas dans le résultat passé. C'est une manière de déconnecter l'équipe du poids de la couronne. Il leur dit oubliez l'étoile, souvenez-vous des entraînements. C'est ça. Et Caissier a appuyé ce message. Il a parlé d'une pression positive. Oui, l'énergie du peuple ivoirien. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est la méthode de Faé pour gérer les critiques. Il a parlé de créer une bulle autour de l'équipe. C'est un grand classique des sélectionneurs, non? C'est un classique, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'info en continu? C'est de plus en plus difficile, hein. Oui, mais il dit que c'est une question de survie. Son argument est très direct. C'est-à-dire? Il explique qu'il n'écoute pas tout, qu'il ne lit pas tout, parce que les commentateurs, même les meilleurs, n'ont pas 10% des informations qu'il a, lui. Ah, je vois. Il voit les joueurs tous les jours, il a les données physiques, les retours des médecins. Pour lui, ses décisions sont donc forcément plus éclairées. C'est une façon de dire faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Voilà. Mais cette bulle, elle comporte aussi un risque. Si elle est trop hermétique, l'équipe peut se déconnecter de la réalité. C'est un équilibre délicat. Et tout ça est lié à cette fameuse mission 4e étoile. L'enjeu est double. Défendre le titre, ce que seule l'Égypte a fait récemment, en 2010. Et surtout prouver que le sacre de 2023 n'était pas un accident, un miracle. C'est vrai, leur parcours était tellement fou qu'on a l'impression qu'ils doivent le revalider. D'ailleurs, petite anecdote sympa de Caissier, il a déjà gagné un titre à Marrakech. Ah oui, la CAN U17 en 2013. C'est un simple clin d'œil ou ça a un vrai poids psychologique? Disons que pour un joueur, ces petits signets sont importants. Ça ancre le lieu dans un souvenir positif. Ça ne fait pas gagner le match, mais... Non, mais ça contribue à cet état d'esprit de confiance. Le problème, c'est que cette confiance, elle va être mise à l'épreuve par la réalité du terrain et de l'effectif. Oui, parce que là, quand on regarde la liste, il y a des coups durs. Le premier et pas des moindres. Sébastien Haller, forfait, le héros de la finale. Ce n'est pas un détail, ça. C'est un tremblement de terre. Faye l'a lui-même qualifié de coup dur. On ne perd pas juste un buteur là. On perd un point de fixation, un joueur qui garde le ballon. Exactement. Son absence, elle force une réorganisation tactique complète. Et ce n'est pas tout. 6 mois à Dingra, la révélation absolue du tournoi précédent, le dynamiteur de défense, il est absent aussi. Alors là, on parle des deux héros offensifs de la phase finale de 2023. Comment est-ce qu'on peut justifier ça et continuer de parler de sérénité? Mais c'est là qu'on voit la patte Faye. Pour Adingra, sa justification est purement sportive. Ah bon? Il parle d'une concurrence féroce à son poste, avec des joueurs plus en jambes et un temps de jeu plus limité pour Adingra en club récemment. C'est un message fort envoyé au groupe, en fait. Très fort. Le statut de héros d'hier ne garantit pas la place d'aujourd'hui. C'est la méritocratie. C'est un choix courageux. Il se prive d'un chouchou du public. Et à côté de ça, il y a des retours qui ont fait parler. Wilfried Zaha, par exemple. On le pensait à la retraite internationale, lui.
Et son retour est tout aussi stratégique. Faye a dit qu'il suivait ses performances en MLS et qu'il était impressionné. Et qu'est-ce qu'il attend de lui? De l'expérience et la capacité sur un éclair de génie de faire basculer une rencontre. Contre des blocs bas, c'est une arme. Une arme précieuse. Avoir un dribbleur de ce calibre capable de créer le chaos, c'est ce qui lui est faux. Et l'autre retour, c'est celui de Jean-Michel Seri au milieu. Le métronome. Son profil est très différent des autres milieux ivoiriens, beaucoup plus physique. Et c'est un choix qui en dit long. Faye ne veut pas seulement de la puissance. Il veut aussi de l'intelligence, de la maîtrise. Le cerveau du milieu. C'est ça. Le joueur qui pose le pied sur le ballon, qui calme le jeu, qui dicte le tempo. Et tous ces choix nous amènent à l'idée la plus forte de Faye, la notion de groupe. Et ça nous mène au cas le plus fou, peut-être? Willy Bouli? Ah, Willy Bouli. Le défenseur ne joue quasiment jamais en club, et pourtant, il est là. Ça a dû faire jaser, non? Plus que jaser. Mais Faye a désamorcé la polémique en conférence de presse avec une anecdote. Laquelle? Une anecdote géniale qui illustre parfaitement sa pensée. Raconte. Il a raconté qu'un membre de son propre staff technique était très sceptique sur cette sélection. Ce qui est logique, un joueur qui manque de rythme. Voilà. Et Faye ne lui a rien répondu avec des mots. Il lui a juste dit « Viens avec nous au stage, observe, et on en reparlera après. » Et alors? Et Faye raconte qu'à la fin du stage, ce même membre du staff est venu le voir et lui a dit Quoi donc? « Coach, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Willy est indispensable à ce groupe. Tu n'as plus besoin de m'expliquer. » C'est incroyable. On est tellement obsédé par les stats, le temps de jeu, qu'on oublie l'humain. C'est exactement ça. Pour Faye, une liste, ce n'est pas une collection des 26 meilleurs footballeurs. C'est un écosystème. Et Boly, c'est le ciment de cet écosystème? Même s'il ne joue pas une minute, il est vu comme un leader de vestiaire, un grand frère. C'est un choix qui privilégie le groupe sur la performance individuelle pure. D'accord. Donc on a une image plus claire des champions. Confiants, mais une confiance basée sur le travail. Des absences de taille, mais une vraie philosophie de groupe. C'est ça. Mais en face, il y a le Mozambique. Et honnêtement, beaucoup les voient comme la victime de ce groupe. Et ce serait une énorme erreur de les sous-estimer. Pourquoi? Pour comprendre le Mozambique, il faut regarder une seule statistique. En 5 participations à la CAN, en 15 matchs joués, ils n'ont jamais remporté la moindre victoire. Attends, tu es en train de me dire 0 victoire en 15 matchs. 0. C'est brutal. Leur bilan, c'est 4 nuls et 11 défaites. C'est ça. Donc leur objectif n'est pas de gagner la CAN, leur objectif c'est de gagner un match, d'écrire l'histoire. Chaque joueur sur ce terrain va jouer le match de sa vie. Exactement. Pour être celui qui brise cette malédiction. C'est une motivation colossale. Et ils ont des raisons d'y croire. Ah oui. L'arrivée du sélectionneur Chiquinho Condé a tout changé. Il a insufflé une nouvelle dynamique. Ils se sont qualifiés 2 fois de suite, c'est une première pour eux. Voilà. C'est une équipe en confiance. Et sa stratégie, c'est celle de l'underdog parfait. Bloc défensif organisé, discipline et des contres ultra rapides. Ils l'ont déjà prouvé. Absolument. À la dernière CAN, ils ont tenu en échec l'Égypte et le Ghana. 2 géants du continent. 2-2 à chaque fois. Ils n'ont jamais lâché. Ils savent qu'ils peuvent faire mal. Et pour ce match, Condé leur a trouvé une source de motivation, un peu inattendue. Raconte. C'est un petit coup de génie psychologique. En conférence de presse, il a révélé que, dans une vieille interview, Serge Aurier, l'ancien capitaine ivoirien, listait les adversaires potentiels du groupe. Oui. Et il a cité le Cameroun, le Gabon, mais il a complètement oublié de mentionner le Mozambique. Non. Il n'a même pas pensé à eux. Exactement. Et Condé a sauté sur l'occasion. Il a expliqué qu'il utilisait ce manque de respect comme un carburant pour ses joueurs. C'est excellent. Il leur a dit « Vous voyez, pour eux, on n'existe même pas. Allons sur le terrain leur montrer qui nous sommes. C'est plus puissant que n'importe quel discours tactique. » Il transforme une simple mission en cri de guerre. Alors concrètement, sur le terrain, ça va se traduire comment? Ça va ressembler à un siège, au début. La Côte d'Ivoire qui pousse. Oui, un 4-3-3, possession, pressing très haut pour les étouffer. Ils vont utiliser la puissance de Kessié et Fofana pour gagner les duels. Et le Mozambique? Ils vont attendre dans leur surface. Pas seulement, ils devraient être dans un 4-2-3-1 très compact. L'idée, ce n'est pas de subir, c'est de frustrer les Ivoiriens. Et dès qu'ils récupèrent le ballon, Ça part très vite devant. très vite, avec des joueurs comme Reinildo Mandava de l'Atlético et surtout Jenny Katamo du Sporting. Ce sont eux les détonateurs. Le plan, c'est de piquer en contre.
L'historique des confrontations est quand même écrasante pour les éléphants. Oui, en 7 matchs, jamais de défaite. Mais est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? De moins en moins. Le football africain a tellement évolué, les écarts se sont resserrés, et surtout, le contexte du groupe de la mort change tout. Chaque point vaut de l'or. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur. Une victoire est impérative pour aborder le choc entre le Cameroun. Et pour le Mozambiquais. Un match nul serait déjà un exploit historique. Ce serait leur plus grand résultat en phase finale. Ça lancerait leur tournoi et ça mettrait une pression monstre sur les autres. Le début de l'histoire qu'ils sont venus écrire. C'est ça. Bon, si on résume, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, les champions, qui doivent gagner et convaincre, tout en gérant les absences et leur statut. Et de l'autre, un outsider parfaitement préparé, surmotivé par la quête d'une première victoire et par ce sentiment d'être sous-estimé. Le classique David contre Goliath. Mais un David qui est devenu très intelligent tactiquement. Et un Goliath qui se bat un peu contre son propre fantôme. C'est une excellente image. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Cette obsession de la Côte d'Ivoire, de vouloir prouver que son titre de 2023 n'était pas un coup de chance, est-ce que cette quête de validation ne pourrait pas devenir son pire ennemi? C'est la question centrale. Cette volonté de tout maîtriser, de commencer fort pour ne pas revivre le scénario catastrophe. Ça pourrait créer une crispation, une peur de mal faire. Et c'est là que le Mozambique peut s'engouffrer. C'est précisément dans cette faille psychologique. Eux, ils jouent sans pression, le cœur léger. Le premier vrai test pour les champions ne sera peut-être pas technique, mais bien mental. Leur capacité à gérer leur propre histoire. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un match qui s'annonce déjà capital. L'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'un côté, les champions en titre, la Côte d'Ivoire. De l'autre, un challenger plein d'ambition, le Mozambique. C'est bien plus qu'un simple match de début de tournoi. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va parler de la pression immense qui pèse sur les champions. Ensuite, on se penchera sur les forces en présence, les éléphants et les mambas. Puis, on analysera le duel tactique avant de conclure sur les enjeux qui sont, vous allez le voir, absolument énormes. Pour bien comprendre ce match, il faut d'abord réaliser une chose. Le défi qui attend la Côte d'Ivoire est avant tout un défi historique. Il faut se rendre compte, ça fait plus d'une décennie que personne n'a réussi à conserver son titre à la CAN. La dernière fois, c'était l'Égypte, en 2010. Ça vous situe un peu la difficulté de la tâche. La pression sur les épaules des Ivoiriens est donc, littéralement, historique. Justement, parlons-en de ces champions. Qui sont-ils aujourd'hui? Jetons un œil au roi de l'Afrique en titre, les fameux éléphants. Sur le papier, c'est du très très lourd. Ils débarquent au Maroc avec une équipe qui a l'expérience des grands rendez-vous, un coach qui a su trouver les mots et une mission on ne peut plus claire, aller chercher une 4e étoile. Et leur sélectionneur, Emer Sefaye, le dit lui-même. Il a réussi à insuffler cet état d'esprit de compétiteur. En gros, il ne nie pas la pression, au contraire, il s'en sert comme d'un carburant. Le tableau semble presque parfait, mais il y a un gros mais même. Des absences très importantes viennent compliquer sérieusement la donne. Et la plus critique, c'est évidemment celle de Sébastien Haller. C'est pas juste un buteur, c'était le héros de la dernière campagne. Son absence, c'est un vrai casse-tête. Ça oblige à repenser toute l'animation offensive, à trouver un nouveau point d'ancrage devant. C'est un vrai coup dur. Passons maintenant à leurs adversaires. Et là, on est sur une dynamique complètement différente. Une histoire qui est en train de s'écrire. Sous l'impulsion de leur coach, Chiquinho Condé, les Mambas du Mozambique vivent une petite révolution. Ils se sont qualifiés pour leur 2e CAN d'affilée, une première dans toute leur histoire. Et ça change absolument tout dans les têtes. Quand on met les deux palmarès côte à côte, l'image est frappante. On a vraiment le scénario classique de David contre Goliath. D'un côté, un géant du continent habitué des titres, de l'autre, une nation qui cherche encore à passer le premier tour. Du coup, leur plan de jeu, il est assez simple à deviner, mais difficile à contrer. Ça va être un bloc défensif très solide, un gros travail pour casser le rythme des Ivoiriens au milieu, et dès que le ballon est récupéré, hop, des contre-attaques ultra rapides pour aller piquer. Bon, maintenant qu'on a présenté les deux équipes, regardons concrètement comment elles se comparent, chiffres à l'appui. La forme du moment, elle, parle clairement en faveur de la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont sur une bien meilleure dynamique, beaucoup plus régulier, alors que les mambas sont un peu soufflés, le chaud et le froid avant d'arriver. Et si on regarde l'historique, alors là c'est encore plus net. C'est simple, en 7 confrontations, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu contre le Mozambique. La domination est totale. Le match va sans doute se jouer au milieu de terrain. La clé, ça va être ce duel à distance. D'un côté, la puissance de Franck Kessié pour dicter le jeu, et de l'autre, l'organisation défensive menée par Renildo Mandava. Celui qui gagnera cette bataille donnera un avantage énorme à son équipe.
On a parlé des équipes, de la tactique, mais au fond, pourquoi est-ce que ce premier match est si important? Les enjeux sont bien plus grands qu'on ne le pense. La raison est simple. Les deux équipes sont tombées dans ce qu'on appelle le groupe de la mort. Avec le Cameroun et le Gabon, chaque match est une finale. Le moindre faux pas, surtout au début, peut coûter très, très cher. Pour les Ivoiriens, l'enjeu est de marquer leur territoire d'entrée, de dire « les patrons, c'est nous ». Pour le Mozambique, c'est l'occasion de frapper un grand coup, de montrer à toute l'Afrique que leur projet est sérieux. Un nul serait déjà un exploit, une victoire, n'en parlons pas. La question est donc posée. Est-ce qu'on va assister à une entrée en matière maîtrisée des champions ou est-ce que le Mozambique va nous offrir la première grande surprise de cette CAN 2025 ? Réponse imminente.